Salut l'équipe, c'est Mad Social Club. J'aimerais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver. Malheureusement, on va faire un débrief de la défaite de l'Olympique de Marseille. Donc, comme la plupart des supporters de l'OM, mon week-end a été un petit peu gâché par la prestation un peu catastrophique de mon club. Donc, on va essayer de garder le moral et de parler ensemble de ce qui a été raté, des petites angoisses qu'on doit commencer à nourrir et des autres qu'on doit écarter puisque ce n'est qu'un premier match de la saison. Petite intro rapide pour vous dire que j'aurais aimé vous envoyer d'autres vidéos depuis les deux premières, notamment pour le peu de personnes qui sont abonnées, qui ont été très sympas de s'abonner et qui attendaient peut-être des nouveautés. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de travail ces dernières semaines et j'ai dû prioriser le côté professionnel à YouTube. Mais voici donc ma toute première vidéo de la saison 2025-2026. Je vais essayer de faire un maximum de débriefs de match et voire d'avant-match quand j'en aurai l'occasion. À la fin de cette vidéo, j'aurai le plaisir de vous annoncer le lancement d'un projet à partir de la semaine prochaine lors du match contre le Paris FC. En attendant, on va d'abord se concentrer sur le débrief de cette défaite. Une défaite, ma foi, très très olympique de Marseille. Il n'y a pas plus olympique de Marseille comme défaite. On a commencé l'intersaison avec beaucoup de hype, des matchs amicaux vraiment très intéressants, un coach qui reste, un effectif dont les leaders restent en place aussi, un mercato plutôt intéressant, et évidemment, on se ramasse la gueule dès la première journée contre une équipe qui a garé le bus, ce qu'on peut complètement comprendre puisqu'ils ont été réduits à 10 à la 30e minute de jeu et un but en contre à la 92e après avoir eu 80% de possession durant toute la rencontre. C'est mérité, mais en même temps, bon, est-ce qu'on est surpris? Ça fait toujours mal, mais est-ce qu'on est surpris? C'est ça la question. On va en parler ensemble. Vous avez un petit sommaire en dessous et si tout marche bien, j'espère avoir réussi à vous faire des petits chapitres. Si jamais vous avez seulement quelques parties qui vous intéressent, vous les avez soit en description, soit au mieux sur la petite ligne rouge. On commence dès maintenant avec une première partie consacrée à Roberto De Zerbi. Parce qu'en effet, cette défaite, selon moi, elle est à mettre à 90% sur le coach, sur Roberto De Zerbi. Tout simplement parce qu'il y a un goût de déjà vu. C'est une défaite qui est un copier-coller de plein de matchs de la saison dernière. Là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui contre Lens qu'on perd au Vélodrome 1-0. Mais il y en a eu plein des matchs comme ça, où on fait la passe à 10 devant la surface adverse, où aucun joueur prend ses responsabilités, tente un truc, où on vient se ramasser la gueule inlassablement sur la défense adverse, et où bah, bêtement on se fait avoir sur un contre, sur un mauvais alignement, sur un joueur qui fait une petite dinguerie. Voilà. Et ça fait 1-0 pour l'adversaire, ça fait 0 but inscrit pour l'Olympique de Marseille, ça fait quasiment aucune occasion de créer réelle. Voilà, il y a eu deux poteaux, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des vraies occasions? En fait, t'as juste Rabiot au bout d'un moment qui pète un câble de voir le ballon qui avance pas et qui met un poteau, il y en a un autre. Voilà, une défaite très très frustrante parce que bah, tu vois ton équipe se faire des belles passes, techniquement être assez intéressante, faire de belles choses, mais une fois arrivé dans les 30 mètres adverses, pardon, il ne se passe absolument plus rien, hormis des passes latérales et des ailiers comme Mason Greenwood ou Jonathan Rowe qui essayent parfois de tenter un truc, mais qui viennent eux aussi taper sur leur latéral, notamment Greenwood qui est tombé face à un Quentin Merlin des grands soirs. Il fallait que ça arrive, hein. Forcément, Quentin Merlin nous a sorti le meilleur match depuis son transfert depuis Nantes. Malheureusement, il ne l'a pas fait sous le maillot de l'OM, mais sous le maillot de Rennes. Valentin Rongier a été extrêmement précieux parce que dans ce genre de match, le milieu défensif et régulateur qu'il est extrêmement, extrêmement important et il va s'imposer à une vitesse folle. S'est déjà imposé dans cette équipe de Rennes, mais ils vont comprendre à quel point c'est un joueur qui peut être d'une intelligence extraordinaire. Et voilà, donc une passe D de Quentin Merlin et une très grande prestation de Valentin Rongier, c'était écrit, ça surprend personne, mais quand ça arrive, ça fait quand même mal. Alors au-delà du fait que le scénario du match est un copier-coller de pas mal de défaites ou de matchs nuls de la saison dernière, comme je vous le disais, Roberto De Zerbi s'est planté sur sa compo de départ, je pense qu'on peut être très clair là-dessus. J'ai rien compris. Je comprends pas cette défense avec Amir Murillo à gauche, avec CJ Ganraillet à droite, avec Kondogbia qui redescend en défense centrale. Cette défense, elle aurait eu une logique si on l'avait travaillée pendant la trêve. C'est quoi l'intérêt d'avoir eu 6 matchs de préparation, 6 matchs durant lesquels tu travailles des automatismes, des relations entre les joueurs, des parcours, des circuits de jeu, tout ça pour mettre une défense que t'as pas mis une seule seconde pendant la prépa lors du premier match de Ligue 1. Alors je vais pas apprendre le football à Roberto De Zerbi, hein, mais c'est quoi cette défense? Je comprends pas ce que t'attends en mettant 3 joueurs sur 4 qui ne sont pas à leur poste. Kondogbia a dépanné à ce poste-là l'année dernière. Murillo est un latéral, certes. Egan Riley a joué des matchs comme latéral droit. Mais ces 3 joueurs-là ne sont pas à leur poste. Et vraiment, je me demande
ce que tu attends d'eux, parce que tu peux leur en vouloir, hein, tu peux en vouloir à CJ Egan Riley de pas avoir assez dédoublé sur le côté droit, de pas avoir assez accompagné Mason Greenwood dans les attaques. Tu peux en vouloir à Amir Murillo d'avoir à chaque fois reçu le ballon en étant dos au jeu. Tu peux en vouloir à Geoffrey Kondogbia de pas avoir été impeccable sur la relance, mais on est sur trois joueurs qui sont pas à leur poste. Donc quand tu les mets pas dans les meilleures conditions, forcément ils sont pas à leur meilleur niveau. On en a eu 6 matchs pour que Amir Murillo travaille son pied gauche, apprenne à prendre le ballon face au jeu, même s'il joue pas du bon côté. On a eu 6 matchs pour que CJ Egan Riley prenne un petit peu des automatismes offensifs pour accompagner Mason Greenwood en attaque. On a eu 6 matchs pour que Geoffrey Kondogbia se remette en tant que défenseur central et se reprépare à ce poste pour se relancer une nouvelle saison aux côtés de Leonardo Balerdi. On l'a pas fait. On l'a pas fait. Donc on se retrouve lors du premier match de Ligue 1 avec une défense complètement bricolée, que tu n'as absolument jamais travaillé, alors que tu as eu 6 matchs pour le faire. CJ Egan Riley, il est arrivé au tout début de la préparation, Kondogbia n'a pas été blessé pour une fois, Murillo et Balerdi étaient là, donc tu n'as aucune excuse, tu pouvais la mettre en place cette défense. Si c'était vraiment le plan de jeu que tu voulais faire pour la première journée, ça devait être travaillé, ça devait être mis en place lors des matchs de préparation pour créer des automatismes, pour qu'il y ait des relations qui se créent entre les joueurs. Là, on se retrouve avec des joueurs qui n'étaient pas préparés à jouer à ce poste-là, et ça s'est vu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? À la mi-temps, tu dois tout changer, en repassant Egan Riley dans l'axe, en faisant rentrer Timothy Weah. Voilà, c'est un changement inutile et 45 minutes de perdu alors que tu avais les joueurs qu'il fallait pour faire une défense absolument correcte. Je sais qu'Ulysse Garcia est pas le latéral du siècle, mais je pense qu'il est plus utile en tant que latéral gauche qu'Amir Murillo qui n'est pas à son poste. Je pense qu'Amir Murillo aurait été bien plus utile que CJ Egan Riley à droite. Je pense que CJ Egan Riley l'a montré, et qu'il l'a montré d'ailleurs en seconde période quand il a été replacé à son poste, est un excellent défenseur central, mais un latéral droit très moyen. Et il y a un truc qui m'agace, mais alors bien comme il faut, c'est que l'année dernière, on a très vite identifié quel était le problème de cette équipe, c'était sa défense. On prenait beaucoup trop de buts, il y avait des naufrages défensifs qui étaient wow, c'était quelque chose, et surtout on avait des joueurs qui n'étaient pas au niveau de la Ligue des Champions dans notre ligne arrière. Et ce besoin a été identifié, on a compris très vite que c'était la ligne à renforcer, et pourtant, on arrive à la première journée 2025-2026 avec la même charnière centrale que la saison dernière, Leonardo Balerdi avec Geoffrey Kondogbia. Voilà, Geoffrey Kondogbia a été adorable de dépanner la saison dernière, il a fait des matchs très corrects, il nous a été très utile, mais c'est pas son poste, il s'est pas relancé à ce poste-là, on l'a vu, avec un nombre de fois où il se retrouve le ballon au pied, euh, appeler les joueurs adverses, les joueurs de son équipe, pardon, à leur faire signe d'avancer, sauf qu'en fait, il produit rien, il casse pas une ligne, alors que pourtant c'est un milieu qui a une très bonne qualité technique, mais à ce poste-là, plus reculé, c'est beaucoup plus compliqué de relancer son équipe quand on n'est pas habitué à le faire. On se retrouve avec un latéral droit qui devrait être notre latéral droit remplaçant en tant que latéral gauche titulaire. On se retrouve avec un jeune joueur comme CJ Egan Riley qu'il faut mettre en confiance parce qu'il vient d'arriver, parce qu'il est jeune, parce qu'il doit se faire à ce championnat. Tu le balances sur un côté droit qui est pas son poste lors de la première journée, c'est vraiment pas lui rendre service, même si c'est très bien débrouillé d'un point de vue défensif. Donc voilà, il y a clairement des choses à dire sur cette défense. Roberto De Zerbi s'est planté, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un fin tacticien pour s'en rendre compte, et la preuve, c'est qu'il a dû rectifier dès la mi-temps. Donc voilà, on va parler des joueurs après, on va parler des top flops, des joueurs qui sont complètement passés à travers leur match, mais il faut dire les choses, quand ton coach met 3 joueurs sur 4 à des postes qui ne sont pas les leurs, il met pas ces joueurs-là dans les meilleures conditions, et donc il ne faut pas s'attendre à ce que ces joueurs pondent une masterclass. Bon, je me suis rendu compte que j'allais beaucoup souffler durant cette vidéo, donc j'ai rajouté la bonnette, histoire de réduire au maximum les bruits parasites pour votre écoute. Deuxième point majeur de responsabilité de Roberto De Zerbi, c'est, je vous le disais en introduction, on a eu un copier-coller des pires heures de l'Olympique de Marseille 2024-2025, c'est-à-dire une équipe qui enchaîne les passes devant la surface adverse, qui a une possession mais outrageusement supérieure à son adversaire, mais qui ne produit rien dans les 30 derniers mètres. Des passes latérales, des centres ratés, des joueurs qui, au bout d'un moment, après quelques secondes et quelques minutes d'essuie-glace, tentent de rentrer dans la surface, mais de manière complètement désordonnée et un peu forcée, et du coup ça donne rien. Voilà, on retombe dans notre travers de la saison dernière, avec un Olympique de Marseille toujours aussi inoffensif face à des blocs bas. L'année dernière c'était relou, là cette fois qu'est-ce que tu veux dire? Rennes est à 10 contre 11 à partir de la 70e minute de jeu, forcément ils vont garer le bus et envoyer un ou deux attaquants en pointe dès qu'il y a une récup en contre. Une équipe qui fait des passes latérales devant une surface adverse ne domine pas, elle a le ballon, c'est tout. Nous on a eu le ballon, on a gagné la possession, 72% contre 28 pour le Stade Rennais. Alors ouais c'est impressionnant hein, sur le papier, on fait beaucoup de passes, techniquement c'est assez propre d'ailleurs.
des joueurs de ballon qui savent se faire des passes entre eux. La réalité, c'est que tu finis avec 2 fois moins, quasiment 2 fois moins d'expected goals dans le jeu que le Stade Rennais, qu'une équipe qui a joué à 10 à partir de la 30e minute de jeu. Un grand merci à DataFoot pour ces stats très précises. D'ailleurs, je vous invite à le suivre sur Twitter, c'est hyper intéressant. Les stats ne font pas tout dans le football, mais elles sont très intéressantes. Et elles prouvent, aujourd'hui, et je trouve que sur ce match-là, pour le coup, elles sont assez évocatrices parce qu'en fait, on voit que l'Olympique de Marseille a été dominant en termes de possession de balle, en termes de passes, etc. Sauf que la réalité, c'est qu'on a été face à une équipe qui a été plus dangereuse que nous, que notre gardien a fait plus d'arrêts que le leur. J'ai pas le souvenir d'un vrai arrêt de Samba, d'ailleurs, je crois qu'il en a pas fait. Et, euh, et on voit aussi que, je sais pas, dans les duels, par exemple, dans les duels aériens, ils ont été beaucoup plus présents que nous. Comme beaucoup de supporters, je suis assez fatigué d'avoir un coach qui est considéré comme l'un des plus grands tacticiens d'Europe, l'un des plus grands coachs d'Europe tout simplement, et qui se ramasse systématiquement la gueule face aux entraîneurs de Ligue 1 qui lui foutent un bon vieux bloc bas. C'est toujours comme ça. Il suffit qu'un entraîneur adverse mette un bloc bas face à l'Olympique de Marseille, et tu sais déjà quel match tu vas vivre. On lance la pièce. Côté face, on enchaîne les passes devant la surface et il se passe rien. Côté pile, t'as Mason Greenwood qui fait un exploit et qui vient mettre une frappe de 30 mètres dans la surface. Sauf que quand Mason Greenwood n'y arrive pas, quand Amine Gouiri n'est pas dans une forme étincelante, quand t'as 2-3 joueurs offensivement qui sont pas dans la capacité de dribbler 2 joueurs ou d'envoyer une frappe de loin, ben tu vis un match hyper chiant où tu vois ton équipe qui se fait des passes tranquillement devant la surface adverse, on est heureux, on est bien, on a la possession, on n'est absolument pas dangereux. Brice Samba a eu le temps de se faire griller 3 saucisses et de lancer un barbecue avec des potes. Pendant ce temps, nous on faisait des passes. Voilà, à la fin de la saison, on sera certainement l'équipe de Ligue 1 qui s'est fait le plus de passes. On n'aura peut-être pas marqué beaucoup de buts, mais on se sera fait des passes et c'est formidable. Alors je sais que je peux paraître très agacé pour un premier match, d'autant plus que j'ai attendu une journée pour tourner cette vidéo parce que je voulais pas le faire à chaud juste après la défaite, parce que j'avais juste envie de me défenestrer à ce moment-là. Mais oui, je suis déjà fatigué et lassé de ce genre de match parce qu'on les a déjà vécu 1000 fois l'année dernière. Et quand on a commencé cette saison, pour moi, Roberto De Zerbi, il devait être jugé sur sa capacité à ne pas commettre les mêmes erreurs que l'année dernière, en tant qu'entraîneur. Et je veux bien que ce soit pas lui sur le terrain, je veux bien que ce soit pas lui qui, au bout d'un moment, peut prendre le ballon et décider d'attaquer et de tenter un tir, un truc, je sais pas. Mais la réalité, c'est que c'est son équipe. Et depuis la saison dernière, son équipe a les mêmes problèmes face aux mêmes équipes, face aux mêmes blocs bas. On est toujours aussi inoffensif, on n'arrive pas à se créer de vraies occasions, et on est totalement dépendant d'un geste exceptionnel d'un de nos meilleurs joueurs. Donc voilà, dans la liste des choses qui m'inquiètent, ben, ça en fait clairement partie. Et j'ai vraiment pas envie de revivre ces matchs de l'année dernière où t'as l'impression que ton équipe domine, mais en fait elle produit rien à part des passes latérales. Où t'as l'impression que t'es bien au-dessus de ton adversaire, sauf qu'en fait c'est juste que ton adversaire te laisse le ballon parce que ça l'intéresse pas, parce qu'il sait très bien que c'est plus intéressant de laisser le ballon et de piquer en contre que de venir au pressing t'embêter à la relance. Bref, voilà, un vrai goût de déjà vu et une défaite qui est en grande partie pour Roberto De Zerbi, notamment pour les 2 raisons que je viens de vous évoquer. Bon, le terme de naufrage collectif est peut-être un petit peu exagéré, mais quand il y en a un, c'est généralement que ton entraîneur et tes leaders sont passés à côté. Ça a été clairement le cas. L'un des premiers leaders de cet effectif, c'est Pierre-Emile Højbjerg. Et j'ai mis prestation inquiétante, mais le match de Pierre-Emile Højbjerg, oh là 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 là. C'était dur, hein. Et le pire, c'est. Bon, on parlera des tensions qu'il y a eu dans le vestiaire après. Mais Pierre-Emile Højbjerg, quand tu fais une prestation de ce niveau-là, tu rentres au vestiaire en regardant tes pompes, tu te changes et tu rentres à la maison sans jamais ouvrir ta bouche pour reprocher le moindre truc à tes coéquipiers ou à qui que ce soit. La prestation de Pierre-Emile Højbjerg, mais elle était dégueulasse. Je crois que c'est son pire match depuis son arrivée à l'OM. Sa préparation m'inquiétait un petit peu. Là, franchement, il m'a pas du tout rassuré, hein. Je trouve qu'il a tout fait à l'envers, absolument tout. Le nombre de ballons qu'il peut donner vers l'avant et sur lesquels il se contente de faire un petit pas en arrière, de la remettre à Balerdi ou à son défenseur central, le nombre de fois où tu le vois faire le geste de repasser par Rouli. Alors je comprends qu'on a des circuits de jeu privilégiés, je comprends que cette équipe-là, elle doit être patiente dans sa façon de construire le jeu. Mais au bout d'un moment, faut y aller, mon gars. C'est toi le régulateur sur le terrain, c'est à toi d'accélérer un petit peu le jeu au bout d'un moment. C'est lui le relais du coach sur le terrain, Pierre-Emile Højbjerg. Tu peux pas à chaque fois faire le daron qui demande aux autres de calmer le jeu, de prendre le temps, etc. On joue face à une équipe qui bouge pas, qui est devant sa surface, qui avance pas. Qu'est-ce que tu vas faire en se retournant vers l'arrière? Qu'est-ce que ça va t'apporter de repasser par Leonardo Balerdi et CJ Egan Riley? Rien, puisque l'équipe adverse ne sort pas. Et au-delà de ça, normalement, Pierre-Emile Højbjerg, il peut avoir des coups de moins bien en termes de niveau sur le terrain, mais on ne peut pas lui reprocher
son investissement, bah là si clairement, parce que je l'ai trouvé dans le repli au mieux peu investi, au pire très aléatoire. Je sais pas quelles étaient ses consignes, mais si c'est lui qui devait vraiment fermer derrière Angel Gomez et Adrien Rabiot, c'était clairement pas une réussite. Et bah, il y a cette action qu'on a tous remarqué et qui a beaucoup fait parler sur Twitter. Mais à la base, sur Twitter, quand j'ai vu les tweets qui en parlaient de cette action, ça parlait surtout du retour de Pierre-Emerick Aubameyang, pardon, que l'on voit ici au début de l'action, et 5 secondes plus tard que l'on voit déjà après la ligne médiane, un vrai retour pour le coup. Si on avait des doutes sur le niveau physique de Pierre-Emerick Aubameyang, là la pointe de vitesse, franchement, elle est censée nous rassurer. Par contre, Roy Bière, sur cette action, qui participe au fait il participe au fait qu'on n'arrive pas à aller vers l'avant, puisqu'il sert absolument à rien dans la construction de cette action, et il redescend à une vitesse de tortue, mais de tortue amputée d'une jambe. Je sais que Aubameyang venait de rentrer, qu'il était beaucoup plus frais qu'Hojbjerg, mais voir ton neuf de 36 piges finir dans ta surface pour revenir défendre pendant que ton milieu défensif traîne sa caravane en revenant, en trottinant tranquillement, vu sa prestation en plus, il y a de quoi les avoir. Donc j'en veux beaucoup à Pierre-Emile Højbjerg pour ce match-là, parce que je trouve qu'il a très mal régulé le jeu, parce que je trouve que dans la construction, il a été terriblement mauvais et qu'il a joué à contresens tout le long du match. Et parce qu'en tant que leader, il a clairement failli, que ça soit dans l'attitude ou dans le jeu. Le deuxième leader qui est passé à travers, selon moi, même si c'est un cran en dessous de Pierre-Emile Højbjerg, c'est Adrien Rabiot qui a un poste qui me convainc pas du tout. Je suis vraiment pas convaincu par le positionnement d'Adrien Rabiot. Encore une fois, je suis pas le grand tacticien qui est Roberto De Zerbi, et s'il le place à ce poste-là, c'est il a ses raisons et qu'il y a une certaine logique. Mais Adrien Rabiot, il est tellement invisible en fait. En tant que numéro 10, comme ça, il a zéro influence sur le jeu offensif de l'OM, je trouve. Alors il est assez libre, ça lui permet de dézonner, de venir un petit peu donner des coups de main sur les ailes, mais ça sert à rien en fait, parce que comme Pierre-Emile Højbjerg, je le trouve pas assez entreprenant avec le ballon, que ça soit dans la régulation du jeu ou quand il a le ballon au pied. J'ai l'impression qu'ils ont fait le même match là-dessus, vraiment. Je prends le ballon, je me retourne vers l'arrière, je fais la passe à mon défenseur central. Lui en plus était encore plus visible parce qu'il s'est retrouvé pas mal de fois sur l'aile, où je sais que c'est pas un ailier de débordement, hein, Adrien Rabiot. Je sais que c'est pas un joueur qui va percuter face à son adversaire direct, mais un minimum quoi, un minimum. Là vraiment, il n'y avait aucune ambition offensive, j'ai trouvé dans le jeu d'Adrien Rabiot. Et il nous a fait une prestation yaourt nature, mais sans sucre. Vraiment, pas le moindre gramme de sucre ajouté. Un bon vieux yaourt sans saveur. Voilà, je suis vraiment pas convaincu par l'idée de le faire jouer plus haut cette saison. Je sais qu'il a parfois eu un rôle assez offensif la saison dernière, mais là, sur ce genre de match où il y a un bloc bas en face, Adrien Rabiot, il est beaucoup trop collé à la ligne adverse pour être inspiré. Il aurait pu débloquer la situation sur une frappe en entrée de surface qui a fini sur le poteau. Ça aurait donné une autre tournure au match, mais en réalité, ça aurait pas changé dans le fond sa prestation. Voilà, j'ai l'impression que c'est paradoxal, hein, on le fait jouer plus haut, et pourtant j'ai vraiment l'impression on va nuire à ses stats. Ce positionnement va nuire à ses stats. Lui qui en avait de très bonnes la saison dernière. Je comprends que ce soit un joueur un peu diesel qui a besoin de certains matchs pour se remettre en route, mais là, sa préparation était inquiétante. Son match d'hier l'est encore plus. J'espère qu'on va vite trouver une solution par rapport à son positionnement parce que ça me plaît pas. Alors forcément, pour un début de saison 100% olympique de Marseille, il fallait qu'il y ait ça aussi, une grosse embrouille dans le vestiaire qui fuite dans la presse. Euh, je vais déjà commencer par faire un petit parti pris. Je sais que dans ce genre de période, quand on perd, quand on est un petit peu au fond du trou, et qu'en plus de ça, les journalistes, les médias rajoutent un ou deux articles qui viennent parler de tension, qui viennent parler de ce qui va pas au club, on a tendance à pas être complotiste parce que c'est un terme un peu fort, mais à se victimiser un petit peu en se disant qu'ils cherchent à nous déstabiliser, qu'ils cherchent à remuer la merde, etc. Je suis journaliste professionnel, donc je sais pas si je suis plutôt biaisé ou plutôt un peu mieux informé, mais bah, c'est comme ça, les gars, vous vous attendez à quoi? Un journaliste, ça raconte ce qui se passe. Un journaliste sportif, ça raconte ce qui se passe lors d'une rencontre sportive. Euh, il n'y a pas qu'à l'Olympique de Marseille où on s'intéresse aux tensions, aux embrouilles avec les entraîneurs, etc. Le PSG dénonce depuis des années le fait qu'il soit déstabilisé par la presse. Enfin, tous les clubs sont pas contents, tous les supporters, pardon, sont pas contents quand il y a des infos un petit peu privées qui sortent dans la presse. Sauf que c'est le rôle d'un journaliste, les gars. Vous pouvez pas d'un côté demander aux journalistes
vous donner des infos mercato, des exclus, des trucs qui sont pas encore sortis, et de l'autre, de fermer les yeux sur des événements importants dans une saison. Et ne croyez pas toujours que les choses viennent d'une top. Là, par exemple, on est sur une embrouille où ça gueule dans les vestiaires à la fin d'un match. Il y a du monde dans les couloirs, il y a des journalistes qui traînent, il y a des adversaires qui traînent, il y a des gens qui n'ont aucun rapport avec l'Olympique de Marseille, qui sont autour des qui sont dans les couloirs, qui sont à côté du vestiaire et qui entendent ce qui se dit, qui entendent les tensions, qui entendent les hurlements. Il n'y a pas besoin d'avoir une top dans l'effectif pour que ce genre d'infos-là sortent. Si un média commence à sortir uniquement les informations qui font plaisir, à sortir uniquement les informations qui sont positives et dans l'intérêt du club, bah, c'est plus un média, c'est un organe de communication, voire de propagande. Je referme cette parenthèse qui s'intéressait à la forme, et pour parler du fond, cette embrouille, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire que ça risque de marquer la fin de l'aventure de Jonathan Rowe à l'OM, parce qu'il était déjà un peu sur le marché des transferts, ça nous faisait un peu chier, mais là, si en plus il s'est embrouillé avec un des leaders de cet effectif qui est Adrien Rabiot, après une prestation très moyenne de sa part, je pense que ça joue pas dans son sens. Il y a Paixão qui va revenir de blessure après la trêve. Jonathan Rowe est un joueur qui a besoin de jouer pour, euh, pour progresser, pardon, et pour atteindre le niveau qu'il est censé atteindre. Et le problème, c'est que bah, je suis l'un des premiers défenseurs de Jonathan Rowe. Et par exemple, je lui jette pas la pierre après son match d'hier. Son match d'hier est très mauvais, il n'y a pas de souci là-dessus, parce qu'il est déconnecté du collectif, parce que son positionnement est pas bon, parce que défensivement, il a pas fait le taf. C'est un jeune joueur qui a ses aspects frustrants, et quand on recrute ce genre de profil-là, il faut savoir accepter ce genre de match-là. Jonathan Rowe, c'est un joueur de 22 piges qui est en train de progresser, qui a ses lacunes. Du coup, je pense que ce match-là et cette embrouille avec Adrien Rabiot risquent de mettre fin à l'aventure de Jonathan Rowe à l'Olympique de Marseille. Espérons maintenant qu'on le vendra bien, parce que c'est un vrai profil de joueur espoir qui peut partir pour une certaine somme. Si on le remplace par Edon Zegrova, pourquoi pas? Parce que je pense que sur ce genre de match, d'ailleurs, Edon Zegrova est un profil qui est plus intéressant que Jonathan Rowe. Ce qui me gêne davantage, c'est que d'après ce qui a été rapporté par l'équipe et RMC Sport, ceux qui ont gueulé dans le vestiaire, c'est Leonardo Balerdi, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg. Les gars, vous l'avez vu votre match? Non, mais parce que être un leader de groupe, être capitaine, être un joueur d'expérience, etc., évidemment, ça donne une place plus importante dans le vestiaire. Évidemment, ça te donne le droit de prendre la parole plus que les autres, de tenser un petit peu certains joueurs quand tu estimes qu'ils sont pas au niveau de professionnalisme qu'ils devraient être. Mais après un match comme ça, franchement, Leonardo Balerdi, Dieu sait à quel point je l'ai défendu, Dieu sait à quel point j'aime le joueur. Sauf que frérot, t'es responsable sur le but qu'on prend, puisque tu couvres leur jeu. 2 minutes plus tard, tu mets un carton à Ludovic Blas, tu prends un jaune, tu nous fais perdre du temps et tu sors complètement de ton match. Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot, on en a parlé juste avant. Franchement, quand tu fais une prestation comme celle-ci, le culot, mais le culot de gueuler sur tes coéquipiers. Jonathan Rowe, il a fait une prestation dégueulasse, mais au bout d'un moment, s'il se déconnecte du collectif, si au bout d'un moment il la joue un peu solo, c'est parce qu'il se passe rien. C'est parce que si lui il tente pas un truc, personne va le faire. Parce que je peux comprendre Jonathan Rowe ou Mason Greenwood quand ils voient que le 48e centre de Timothy Weah ou d'Amir Murillo finit pour la 48e fois sur la tête d'un des 18 Rennais présents à la surface contre un seul Marseillais. Ben forcément, au bout d'un moment, tu te dis, allez, je tente un truc. Donc oui, ça me saoule parce que ceux qui en prennent plein la gueule, c'est des jeunes joueurs. Un joueur comme Jonathan Rowe, il a la position du mec qu'on fait jouer parce qu'il y a personne, parce qu'il y a personne d'autre à son poste, mais bon, on veut le dégager quand même. Donc on est sur un truc où on lui dit, bah écoute Johnny, on va te vendre d'ici quelques semaines, mais si d'ici là tu pouvais nous rendre 2-3 services, ça serait cool. Et on attend quoi? Que ce joueur-là réalise des prestations parfaites, que ce joueur-là fasse la différence sur chacune de ses prises de balles, que ce joueur-là, pardon, soit 100% à fond dans le projet, dans un projet qui risque de quitter, pas par sa volonté, mais par la nôtre. Donc voilà, voir nos leaders reprocher des choses à un joueur comme lui, alors qu'il ferait mieux de regarder leurs propres prestations et la manière à quel point ils sont passés à côté de ce match, moi ça m'agace et ça me fait de la peine pour lui aussi. Alors il n'y a pas d'affection démesurée pour Jonathan Rowe, c'est un joueur que j'apprécie et que j'aurais aimé voir rester à l'OM. Mais là pour moi c'est juste logique en fait. Quand tes leaders passent autant à travers, c'est pas vers le jeune joueur un peu feu follet que tu dois te tourner quand tu cherches des responsables de la défaite. Pour conclure cette vidéo assez déprimante et assez frustrante, voire énervante, voici mes tops et mes flops du match contre Rennes. Bon, pour les tops, j'ai dû me creuser, hein. CJ Egan Riley a fait une. Bon, c'était pas exceptionnel, mais c'était une belle prestation. Il nous sauve les fesses 2 ou 3 fois par des retours défensifs bien sentis. On sent que c'est un joueur qui
sait défendre en reculant, qui a l'habitude de jouer dans une équipe qui a la plupart du temps le ballon et qui s'expose à des contres. Geronimo Rulli nous sauve les fesses aussi deux, trois fois avec de très beaux arrêts. Malheureusement, sur le face-à-face contre Blas, il touche le ballon, mais c'est compliqué de lui en vouloir. Il nous a peut-être sorti des arrêts plus décisifs que ça, mais il est clairement pas impliqué sur ce but-là, il est complètement abandonné par sa défense, donc on va absolument rien lui reprocher. En ce qui concerne les flops, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg, je vous ai explicité mes raisons juste avant. Pour Leonardo Balerdi, c'est un petit peu les mêmes. On a eu du Leonardo Balerdi comme on l'aime pas, qui retombe dans ses travers, c'est-à-dire bon, une première mi-temps très correcte, hein, dans la relance, etc. C'était très propre. Puis à partir du moment où il couvre Ludovic Blas sur le but, c'est très difficile. Il a été beaucoup trop agressif. Il a perdu le fil de son match et il n'a pas eu comment dire, le recul que doit avoir un capitaine, la maîtrise que doit avoir un capitaine, et il n'a pas su remobiliser son groupe. Alors il y a d'autres leaders sur le terrain comme Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot. J'imagine que c'est compliqué de prendre de la place même en tant que capitaine. Mais Leonardo Balerdi, ça fait 5 ans qu'il est là. Donc ces petites erreurs, genre je couvre le hors-jeu, et ces petits excès de nervosité, genre je découpe Ludovic Blas parce qu'il m'a mis cher 2 minutes avant, on s'en passerait volontiers. Au bout de 5 ans, je vous avoue que ça commence à être fatigant. Même moi qui surkiffe le joueur, qui en est presque amoureux, c'est fatigant, vraiment. Et pour Amine Gouiri, ben, ça me fait peur un petit peu, hein, parce que sa préparation n'était pas ouf du tout. Et j'ai vraiment peur qu'on retombe sur le Amine Gouiri de Lyon, de Nice, de Rennes, c'est-à-dire quelques bons matchs, 6 bons mois, 6 excellents mois pour le coup chez nous. Puis une disparition progressive sans trop savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'Amine Gouiri n'arrive jamais à enchaîner les grosses performances ou 2 saisons du même niveau. On verra bien, je lui fais évidemment confiance parce qu'il a un talent fou et parce que je suis convaincu qu'avec un vrai numéro 10 derrière lui ou avec une équipe qui prend un peu plus de risques, il sera décisif, mais il faut qu'il fasse attention parce que il est en train de perdre un petit peu son sens du but qu'il avait bien repris l'année dernière. Je trouve qu'il traîne pas assez dans la surface, qu'il a pas ce côté renard compensé dans les matchs où il touche le ballon par sa qualité technique, par sa capacité à participer au jeu. Bah, sauf que du coup, quand on le trouve moins devant la surface ou dans la surface, il est obligé de revenir à 40 mètres du but adverse pour toucher un ou deux ballons. Et à la fin, on retient absolument rien de son match parce qu'il fait aucune différence et parce que à aucun moment il met le danger dans la surface. C'est dommage d'avoir un numéro 9 qui pèse aussi peu dans la surface et avec un Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc, encore une ou deux prestations comme celle-ci, à mon avis, Amine Gouiri va vite va vite se rapprocher de son coach, c'est-à-dire s'asseoir à côté de lui. Bon, la victoire contre le Paris FC était déjà obligatoire. Là, elle devient absolument nécessaire. Ça se passera la semaine prochaine et j'aurai en principe le plaisir d'être au Vélodrome, d'être en tribune presse. J'aurai aussi le plaisir d'avoir accès à la pelouse, à la conférence de presse d'après-match et à la zone mixte. Je vous prépare du coup avec cette première affiche, un petit tour de France des stades. Je vais essayer de suivre l'Olympique de Marseille toute la saison. Je l'ai déjà fait l'année dernière en faisant pas mal de déplacements et en allant voir des matchs au Vélodrome. Je vais essayer de faire ça un peu en mode vlog. Je suis vraiment pas un expert de ce genre de format, mais je vais faire le maximum pour vous proposer quelque chose d'intéressant. Alors, cette vidéo, je la réaliserai en principe tout seul, mais à partir de la prochaine semaine, j'ai le privilège d'avoir une super collègue, une super confrère qui va me suivre et qui est hyper intéressée par le projet. Donc on sera probablement à deux. J'espère que ce sera cool, j'espère qu'on arrivera à concrétiser ça parce que c'est des projets qui sont magnifiques à construire mais qui sont difficiles à concrétiser. On est très motivés et moi j'ai très envie de vous fournir du contenu de qualité sur les stades de France, sur les stades de Ligue 1. Donc j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de le faire et de vous proposer de jolis formats qui vous font découvrir nos magnifiques antres de l'Hexagone et qui nous permettront de suivre l'OM même en déplacement tout au long de la saison. Bref, je termine cette vidéo en vous disant qu'évidemment ce débrief a été rempli de frustration, rempli de seum, que je suis peut-être un petit peu excessif dans mes jugements, c'est la déception qui parle. Maintenant, gardons les pieds sur terre, restons calmes les gars, on a une direction qui a, à mon sens, fait le travail, fait bien le travail. On a un effectif de qualité, on a un très bon entraîneur, on a des joueurs qui se sont un peu agrippés à la fin du match. C'est mieux que ça arrive maintenant qu'au milieu de la saison. Je continue d'avoir confiance en ce projet, je continue d'avoir confiance en Roberto De Zerbi, je continue d'avoir confiance en ce groupe, et je continue de croire qu'on va faire une très belle saison. Le problème, c'est que si on veut vraiment rêver et faire une magnifique saison, ce genre de défaites-là sont interdites.
ou quasiment interdite. Et on a déjà grillé un joker. Dès la première journée, on a grillé un joker et on ne pourra pas se permettre de le faire encore à plusieurs reprises. Bref, voilà, on arrive au bout de ce petit débrief, c'est le premier. N'hésitez pas à me faire des retours et n'hésitez pas à me dire si vous êtes en désaccord ou en accord avec moi sur les points que j'ai évoqués. Si vous avez des suggestions aussi à faire pour la vidéo que je vais réaliser au Stade Vélodrome contre le Paris FC, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir que je suivrai vos conseils ou que j'écouterai vos remarques. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine quand même. Essayez de vous détacher un peu de l'Olympique de Marseille cette semaine, c'est la seule chose qui peut nous faire du bien. Quelque part, heureusement, on a perdu vendredi, ça fout en l'air le week-end, mais la semaine, on devrait avoir un petit peu mieux encaissé. On se retrouve d'ici une petite semaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt.